Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau live alumni du MBA MCI, le MBA Marketing, Communication et Innovation de Vinci Executive Education. On va passer un petit moment avec Élodie Sgro. Bonjour Élodie. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, de venir témoigner de ta formation qui remonte à pas si longtemps que ça, on va voir. Et puis surtout nous raconter ton parcours, ce que tu avais fait avant le MBA et puis ce que tu fais aujourd'hui. On est parti? C'est parti. Merci pour l'invitation. Alors Élodie, je disais qu'effectivement, tu as quitté le MBA il n'y a pas si longtemps que ça, puisque tu es de la promo 2021, si je me trompe pas. Exactement. Est-ce que tu peux nous raconter, est-ce que tu te souviens, dans quelles conditions, tu avais choisi de rejoindre le MBA MCI? Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là de ta vie professionnelle? Oui, bah oui. Alors moi, ça faisait 10 ans que je travaillais dans diverses entreprises, spécialement des startups, et où j'étais Sales Operation. Donc, Sales Operation, c'est un métier qui consiste à faire, en gros, tout ce qui est coordination commerciale, business analyse, et qui prend du coup en compte tout ce qui est gestion du CRM au sens un peu large du terme, c'est-à-dire les process commerciaux dans l'entreprise et comment on stocke un peu la donnée, comment on organise tout ça. Et suite au rachat de ma dernière entreprise dans laquelle j'étais en CDI, j'ai signé une rupture co en janvier 2020. Arrive la période Covid où en fait je suis au chômage et j'essaie de trouver du boulot, mais en même temps je sais pas ce que ça donne d'être onboardé à distance, etc., etc. Cette période-là se prolonge et ça faisait un petit moment que je me disais quand même, moi j'étais diplômée du coup, j'ai fait une école de commerce, je suis sortie en 2011 des études. Je me disais quand même, je commençais à être un peu larguée côté market digital puisque Ça faisait 10 ans. En gros, ouais, ça faisait 10 ans que tu bossais, en fait? ouais, ça faisait 10 ans que je bossais, exactement. Et donc, à partir de ce moment-là, la situation se rééclaircissant pas pour moi, je me fais, en fait, c'est peut-être l'occasion de me reformer sur un sujet sur lequel je me suis un peu fait distancer pendant ces 10 ans. Et le MBA MCI, à ce moment-là, arrive en tête dans mes recherches. Donc en fait, déjà, tu as cette intuition du digital et du marketing digital, bien sûr, mais du digital, de te dire, en fait, en 10 ans, tu as vu quand même le digital prendre de plus en plus de place dans ton quotidien professionnel. Ça ne veut pas dire que tu n'en faisais pas avant, tu en faisais déjà, mais tu te dis, c'est peut-être le moment où justement je vais reprendre de l'avance. Exactement. Je me dis surtout à cette époque-là, je suis un peu en train de me faire larguer et ça devient difficile de raccrocher les wagons dans le monde de l'entreprise, on va dire. Et à cette époque, j'avais 30 ans, donc c'est quand même un peu inquiétant de se dire ça à 30 ans. Non, c'est pas inquiétant. Ouais, c'est effectif. Ça correspond en tout cas à l'accélération que l'on vit tous, de se dire que on est dans un marché qui va extrêmement vite, les outils changent, les techniques changent, même si on reste toujours en tout cas, et c'est ton cas à toi, sur le nerf de la guerre qui est celui de la vente. En fait, tu vois, tu le dis, hein, toi tu viens de là, Sales Operation, c'est du business. Donc en fait, la philosophie et le cœur du business, ils ne changent pas, mais les outils et la façon en tout cas de l'atteindre, de gérer de la performance et de l'optimiser, là effectivement ça change et ça va très vite. Clairement. Donc tu rejoins le MBA. Donc, je rejoins le MBA en part-time, donc en alternance. Donc ça, en plus, je me forme sur place dans une entreprise. Et post-MBA, donc à la fin sortie de cette année de transition, on va dire, j'hésite à retourner en CDI. Donc je crois que je fais un CDD de 4 mois. Puis je me dis qu'en fait, je ne sais pas si j'arrive vraiment à me remettre dedans, parce que je ne reconnais plus trop le monde, je reconnais plus trop le monde de l'entreprise dans l'idée, en tout cas dans la forme. Et la semaine où je me dis, tiens, je vais essayer de me monter en freelance, je reçois un coup de fil d'un ancien collègue qui me dit, tiens, on recrute dans ma boîte. Je lui fais, OK, est-ce que tu prends des contrats freelance? Il me dit, OK. Et je démarre comme ça. Et ça fait Super. maintenant, là, en fait, j'ai fêté les 3 ans de création de l'entreprise, je crois, il y a 2 jours. Dis donc. Il faut dire aussi que pendant ta formation, cette idée en tout cas de travailler en indépendante commençait déjà à te travailler, ça germait. Et notamment quand tu as fait ta thèse professionnelle. Est-ce que tu peux nous parler de ta thèse professionnelle? Parce que ta thèse professionnelle, elle vient aussi en fait faire le fil rouge de ton projet pro du moment. Exactement. Alors, ma thèse professionnelle, elle était sur le marketing automation, puisque venant un peu du milieu, on va dire, CRM, côté vente, la partie sur laquelle je m'étais fait distancier était plutôt la partie lead generation, acquisition, etc., qui avait complètement évolué en 10 ans.
Et le fait de me remettre dans cette thèse, en fait, ça me fait replonger un peu aussi dans mon ancien monde. Et ça fait le fil entre marketing et vente assez clairement. Et en effet, à la sortie de ça, je me dis, bon, en fait, j'ai peut-être les billes pour me monter en indep et faire du conseil là-dessus sur la chaîne au global, en fait, puisque moi, j'ai travaillé sur l'intégralité pendant les 10 ans. Intéressant. Et alors, comment est arrivé ce sujet de thèse? Est-ce que tu te souviens? Alors, juste pour expliquer pour ceux qui ne seraient pas ce qu'est la thèse professionnelle du MBMCI, en gros, c'est le projet de l'année, quoi. C'est-à-dire que ça démarre quasiment au tout début de la formation et pendant 1 an, donc chaque étudiant travaille sur sa thèse. C'est costaud, hein, on peut le dire, Elodie, c'est costaud. Ouais. Ouais, c'est costaud. J'ai eu la chance de me dire je démarre tôt parce qu'on nous sensibilisait beaucoup à démarrer tôt et que je sais que je suis pas trop une grande bosseuse de nuit. Et oui, c'est costaud. C'est costaud et surtout, moi, ce que j'avais adoré et qui, alors qu'au départ, ça me rebutait au plus haut point, c'était les interviews. J'avais adoré faire ce travail de tiens, je vais aller chercher des experts dans différents domaines, je vais les interviewer, je vais les mettre sur YouTube. À l'époque, je les avais mis sur YouTube. Et je vais un peu recouper toutes ces informations et les mettre dans mon travail. Eh oui, donc bien sûr, dans le cadre de cette thèse professionnelle, donc il y a des experts, des expertes à identifier qui vont venir nourrir, donner un angle supplémentaire à ce qu'on développe dans sa thèse. Et donc toi, en fait, tu as décidé d'optimiser finalement ce travail-là en se disant, ces interviews, je vais aussi en faire des produits à part. C'est ça, Elodie? Ouais, exactement. Et ça t'a inspiré parce que dans les gens que tu as interviewés, j'imagine que tu as interviewé justement des gens qui étaient en indépendant, qui avaient lancé leur propre business. Et c'était intéressant de se dire, tiens, leur liberté de fonctionnement, leur liberté aussi de ton, parce que en fait, tu étais déjà consultante, même si tu l'étais pas encore, en tout cas. Dans ma tête, je l'étais, ouais. Dans ta tête, tu l'étais, c'est ça. Exactement. Ce qui était génial, c'était pour le coup, j'avais fait attention à me dire, j'interviewe un peu tout type d'interlocuteurs. Donc j'avais sélectionné une dizaine de personnes. Donc ça allait du directeur marketing, du CMO de la startup, jusqu'à conférencier en marketing digital. Certaines personnes qui venaient vraiment du monde du CRM. Donc je crois que j'avais une personne de Salesforce qui avait accepté de répondre à mon interview. Il y avait une personne aussi qui avait écrit un bouquin sur le marketing automation que j'avais connu grâce au MBMCI. Et le fait de tout recouper, de voir les problématiques différentes, en fonction de sa position, etc., c'était très nourrissant en fait. Il me semble que ta thèse a été récompensée, enfin que ton travail a été récompensé à sa juste valeur, parce qu'il me semble que tu as eu une excellente note à ta thèse professionnelle. Ouais, je m'en étais bien sortie, j'étais contente. Ouais, on est d'accord. Hein. Et donc tu sors du MBA, donc tu nous as raconté, hein, tu refais une tentative effectivement dans le salariat et tu te dis mais non, en fait là, ça y est, ouais, j'ai fait ma transformation. Donc tu lances ta propre activité. Alors raconte-nous un peu les premières missions. Donc effectivement cet appel que tu reçois, mais ensuite ce nouveau monde de l'entrepreneuriat, comment tu l'as appréhendé? Alors moi mon job en fait c'est de me louer entre guillemets à la journée. Voilà, donc je me loue à la journée entre guillemets à des entreprises qui n'ont pas forcément besoin de quelqu'un qui fait du temps plein sur du sales operation ou du marketing digital. Donc les missions elles sont plus ou moins longues, elles prennent différentes formes sur le nombre de jours. L'énorme avantage c'est que c'est varié. Donc j'ai eu des grosses missions, la plus grosse elle a été de 2 ans et demi, donc je viens de terminer là. Ouais. J'ai eu après, on était souvent sur du 6 mois, plus quelques petits besoins ponctuels d'agences digitales notamment qui faisaient appel à des ressources externes pour tout ce qui était audit de parcours, etc. Donc ouais, je commence avec un intégrateur Salesforce puisque initialement en fait c'était mon boulot premier, les 10 ans d'expérience sur lesquels je capitalise, mais en fait ils étaient sur ce fameux CRM. Donc je rencontre des clients comme ça, en fait je fais de la gestion de projet en sous-traitance pour des clients. J'ai eu une deuxième mission chez une startup en sales ops. Alors c'est assez croisé maintenant avec le marketing ops. On fait plus trop de distinction en fait. Maintenant c'est globalement comment tu mènes un client de la prospection jusqu'à la signature. Et moi la spécificité de mon boulot à moi c'est souvent aussi comment tu le matérialises dans l'outil pour faire en sorte que pour tous les acteurs qui utilisent ce fameux CRM, ce soit le plus fluide possible, le moins emmerdant, parce qu'en fait, c'est pas la partie qui amuse le plus le business, et qu'on structure un peu la donnée pour qu'elle suive son chemin, en gros. L'idée. Donc ça, j'ai fait ça 2 ans et demi. J'ai eu une grosse mission aussi chez un client du CAC 40 qui est Air Liquide pour mettre en place un outil de marketing automation. Donc là, on était dans le cœur de ma thèse, justement.
qui a duré 6 mois. Et puis là, normalement, j'entame une mission. Là, on est sur du temps plein et mission longue chez Air France. Ok. Ouais, pour la partie, je suis censée commencer début mars. Pour la partie marketing post-booking. Donc, toutes les suites d'emails, SMS, etc. que tu peux recevoir à partir du moment où tu as acheté un billet chez Air France. Et dis donc, passionnant ça. Ouais. Gros Et sujet, donc j'ai hâte de commencer. c'est ça. Et justement, dans ta recherche de clients, alors on voit que effectivement, on peut te louer, mais en fait, on est plutôt sur des périodes assez longues. Parce que en fait, tu fais beaucoup de choses. C'est que tu as effectivement le regard de la consultante, mais tu as aussi les mains dans le cambouis, et c'est ça qui est bien. Tu es à la fois un renfort, et puis aussi, tout à l'heure, je parlais d'accélération, mais en fait, tu viens aussi accélérer le business, et puis peut-être les équipes en place. Et il y a un rôle de formatrice aussi. Il y a un gros rôle de formation aussi. Ce qui, en général, bien aimé chez les clients, c'est comme j'arrive à alterner start-up, grand groupe. En fait, j'arrive à avoir parfois l'agilité dans les grands groupes ou l'opérationnel qui peut manquer un peu. Et la prise de distance dans les startups où si on est constamment en temps plein, on finit vite par fatiguer. Donc, en fait, l'un et l'autre, moi, c'est un rythme qui me va bien. Pour le coup, d'alterner, parce que ça permet en effet de prendre du recul parfois et de garder un peu les mains dans l'opérationnel, de ne pas se faire trop distancier comme ça avait pu être le cas. Et en termes de positionnement vis-à-vis de son client, en fait, on est quand même beaucoup plus libre. C'est-à-dire que globalement, on n'est pas forcément obligé de répondre à une certaine stratégie politique qu'on peut avoir quand on est salarié, etc. Donc là, en fait, on me paye pour dire un peu ce que je pense. Quand je veux, je dis ce que je pense, quoi. Donc, il y a un petit côté conseil appuyé qui est de, voilà. C'est aussi ça la richesse, en tout cas, du rôle de consultante, qui est d'apporter ce regard extérieur, parfois aussi de savoir mettre les mots justes pour réussir à débloquer les problèmes. En fait, c'est ça, tu apportes des solutions. Tu apportes des solutions à la fois stratégiques et aussi opérationnelles. Exactement. Et puis l'avantage d'avoir plusieurs clients et de faire plusieurs missions de suite, ou en tout cas d'avoir des cycles assez courts, en fait, parce que là, ma plus longue, elle a été de 2 ans et demi, mais on est très souvent, normalement, sur 6, 8 mois, etc. C'est de pouvoir dire, ah tiens, moi, j'ai ce client-là, il a fait ça, ça a marché. Et c'était pas il y a 10 ans, du coup, c'était il y a 6 mois. Oui, c'est ça. Et oui, donc, pardon, j'ai pas terminé ma question tout à l'heure, mais c'est est-ce que tu es contacté, tu vois, directement par justement des entreprises qui se disent tiens, c'est intéressant, votre profil, en tout cas ce que vous publiez peut-être sur LinkedIn, ta thèse professionnelle également, peut-être qu'il y a des gens qui te retrouvent via la thèse professionnelle. Comment ça se passe ta prospection? Si tu veux bien, en tout cas, nous dévoiler les bien coulisses. sûr. Alors ça, c'est une très bonne question. Alors ma prospection, la thèse, pour revenir déjà sur le sujet de la thèse, elle m'a énormément servi la première année, voire les 2 premières années. Franchement, si on en fait un peu la promo sur LinkedIn, etc., moi, je n'avais pas pris le parti de faire de la rétention. Donc, en fait, je l'envoyais à qui voulait bien la lire, sincèrement. Super. Voilà. Bon, mais de toute façon, le travail est fait. Le sujet du plagiat, ce n'était pas trop une crainte pour moi. Je m'en fichais. Donc, j'avais pris le parti de faire ça. C'est comme ça que j'ai récupéré 2-3 clients en agence digitale, d'ailleurs, qui m'ont dit, tiens, on a lu, dont certains que j'avais interviewés. Oui, merci de le dire. Merci. Et parce que tu sais, t'es passé par là aussi, hein. On le répète en chaque début d'année aux étudiants pour leur dire mais attention, en fait, c'est la preuve de votre expertise, c'est votre meilleur outil, c'est votre tremplin. Ouais, en fait, les gens que tu interviews, c'est des gens que tu intègres de facto dans ton réseau professionnel. Exactement. Et en plus, le fait d'interviewer, le fait de discuter, ça crée un certain lien qui fait que moi, tous ceux que j'ai interviewés m'ont demandé à la lire, forcément. Bien sûr. On demandait à voir leur interview, évidemment. Et oui, c'est comme ça que j'ai récupéré, je crois, deux clients. Il y a les anciens du MBA qui parfois m'ont contacté. Donc, moi, j'ai travaillé pour un copain de promo qui est dans une agence digitale et que tu as interviewé, qui est Ludovic. J'ai fait une mission pour lui, courte, mais une mission quand même. Il y a les plateformes de freelance. Donc, en fait, 2020-2021, c'était l'âge d'or du freelance. C'est-à-dire que je me mettais en dispo sur cette fameuse plateforme. J'attendais 2 jours et c'était OK. 2024, j'avais gardé mon client à 2 ans et demi, donc je bossais que 2 jours par semaine. Je suis arrivée à l'équilibre, j'ai passé un peu la crise là, de la dissolution des JO, etc. Mais 2024 a été un peu plus compliqué, c'est là où j'ai dû me bouger. Alors en général, sur la prospection, je vais peut-être pas forcément je suis pas très, c'est pas que je suis pas très réseaux sociaux, mais c'est vrai que j'ai une tendance à bien aimer aller me déplacer et aller voir en direct.
Donc, je me suis servi du réseau MBA notamment. J'ai trouvé un prospect là que je vois demain d'ailleurs, via un apéro networking que l'un des anciens du MBA m'a poussé par LinkedIn. De temps en temps, je postule à des CDI en point d'entrée en disant en fait là regardez, c'est dommage, votre fiche de poste elle a 50 000 prérequis, je suis pas sûre que vous arriviez à trouver quelqu'un qui arrive à vous faire tout ça, est-ce que vous auriez besoin d'une variable d'ajustement? Ça marche ou ça marche pas, donc je prends mes leads comme ça aussi. Post sur LinkedIn, ça m'est arrivé, puis en vrai quand même très souvent c'est le réseau. Alors, écoute, c'est la personne que tu as rencontrée il y a 5 ans, que tu reconnais, qui va retomber au bon moment. C'est ton ancien collègue de boulot qui s'est monté aussi. Donc, il faut quand même savoir que, faut quand même dire, en effet, les réseaux servent à dire que tu t'es monté. Moi, je fais pas de prospection froide à base de 200 emails sur une liste de prospects. Voilà, j'ai pas le temps. Et puis, en plus, pour l'instant, j'en ai encore pas eu le besoin. Là, c'est tombé maintenant, Air France. C'était ma prochaine étape. C'était de me dire comment j'industrialise ma prospection. Pour l'instant, j'en ai pas eu besoin. Écoute, un grand merci pour ta transparence, Elodie, parce que donc c'est très utile ce que tu dis, bien sûr à notre écosystème du MBMCI, mais aussi, j'imagine, peut-être à des personnes qui soit nous suivent en direct, soit nous écouteront en replay ou en podcast. Parce que là, ce que tu es en train de nous expliquer, en fait, c'est les bases du freelance. Tu vois, de comment on fonctionne en freelance. Merci aussi de dire que, bah oui, les événements organisés par les alumni, c'est des événements business aussi, et il n'y a pas de gros mots. Voilà, c'est normal, on va dire, de joindre l'utile à l'agréable. On se retrouve, ça permet aussi d'échanger d'un point de vue professionnel, de dire, bah tiens, t'en es où toi? Tiens, tu fais ça. Ah, mais ça tombe bien parce que soit moi, je suis en recherche ou je connais quelqu'un qui est en recherche sur des opérations sales, sur du CRM. Tiens, on aurait bien besoin d'une formation, d'un accompagnement, d'une mission de conseil. Ça marche également comme ça, et ça marche d'ailleurs dans les deux sens. Dans les deux sens, bien sûr. Parce qu'on pourrait très bien, tu vois, tu pourrais très bien dire aussi, ah bah tiens, justement, j'ai quelqu'un qui m'a contacté sur une mission, j'ai pas la disponibilité, mais tiens, je peux te recommander. Enfin, c'est aussi ça le networking malin et utile. Exactement. D'ailleurs, ça, c'est un sujet, je voudrais me lancer. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de le faire, mais sur la création d'un réseau de freelance où moi, la dernière fois, je fais un apéro à 2 semaines près, il y a une nana qui me dit j'ai refusé une mission. Je dis putain, non, non, pourquoi tu me l'as pas refilé? C'est ça. Non, mais voilà, c'est vraiment important de le dire parce que c'est pas. Souvent, tu vois, quand on lit des témoignages, on se dit oh là là, oui, enfin, oui, c'est la belle vie, c'est toi, mais ça correspond pas à la réalité. Non, 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 ça correspond vraiment à la réalité. Par contre, ça demande du travail. Voilà, ça demande du travail et que ce soit un minimum réfléchi et préparé. C'est vrai que parfois, effectivement, on se dit le timing est super bon, mais en tout cas, ce que tu nous partages, Elodie, c'est que les réseaux sociaux, c'est très bien. Ça peut faire partie effectivement d'une première brique. Et ensuite, derrière, on va dire, il y a peut-être des stratégies un peu plus interpersonnelles. LinkedIn, ça se passe aussi beaucoup en message privé. Voilà. Oui, et c'est pas des messages privés, tu vois, automatisés, c'est-à-dire du mailing en message privé. C'est se recontacter en message privé. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, Elodie. On s'est retrouvés à un apéro et on te exactement, dit à on est en l'apéro des LinkedIn. 25 ans du MBMCI. Ça faisait peut-être 3 ans qu'on s'était pas vus. On s'est donné des nouvelles. On a échangé ensuite en message privé. On s'est dit tiens, ça serait bien effectivement de faire ce live et peut-être derrière, tu vois, d'enchaîner sur des cours auprès des étudiants au sein du groupe de Vinci, parce que en tout cas des professionnels du secteur qui ont des compétences comme c'est ton cas, notamment en CRM, c'est très recherché parce que, et c'est ma transition, en fait le CRM aujourd'hui, il est clé. Il est absolument partout. Il est clé, il est partout et en plus, ça commence à être un énorme. Ça veut tout et rien dire maintenant, en plus, le CRM. Donc, quand on dit je veux un expert CRM, c'est OK, mais tu veux un expert en quoi? Sur quel maillon de la chaîne? Parce que, alors moi, en l'occurrence, en plus, mon outil va vraiment de la génération de leads à la facturation maintenant. Je ne suis pas experte sur l'intégralité des maillons de la chaîne, forcément. Donc, on connaît le fonctionnement global, mais après, c'est bon, OK, sur quelle partie tu veux bosser en ce moment, quoi. Exactement. Alors on rappelle, donc ce que veut dire CRM, c'est Customer Relationship Management. En bon français, en fait, c'est la gestion de la relation client. Mais comme le dit très, très justement Elodie, en fait, c'est à la fois effectivement la stratégie
et le fonctionnement de cette gestion de la relation client, mais également les outils CRM. Et d'ailleurs, par abus de langage, on dit, tiens, c'est quoi ton CRM? Alors, tu nous as cité un qui est peut-être le plus célèbre, qui est Salesforce. Il n'y a pas que Salesforce, il y a HubSpot aussi que vous connaissez très certainement. Et puis, il y a aussi des CRM, des logiciels de CRM qui sont des marques blanches, qui fonctionnent en marque blanche. Exactement. Donc, avec un peu, on va dire, pour reprendre l'exemple du web, un WordPress, vous voyez, qui serait en fait un CRM qu'on pourrait ensuite déployer selon la typologie d'entreprise, de clients. Mais quand vous êtes dans le commerce, dans le e-commerce, quand vous êtes dans l'activité de vente, c'est incontournable d'avoir et une stratégie CRM et peut-être aussi un outil CRM. C'est ça, Elodie? Ah oui, bien sûr. La stratégie sans l'outil, en plus, en général, souvent, ça va ensemble quand même parce qu'on a du mal. Un outil CRM, quand on le prend, on ne le change pas tous les ans. C'est du temps, c'est des process qui tournent autour de ça parce qu'en fait, ça gère la relation client, mais il y a aussi la partie interne à gérer. C'est-à-dire globalement, qui fait quoi sur le CRM, qui remplit quelle partie de la donnée client, comment on bascule. Moi, j'avais fait toute une partie sur ma thèse, comment on bascule un lead quand il est qualifié par le marketing, à quel moment on le met chez le commercial. Donc, à quel moment on sort de la chaîne et on dit, allez, là, c'est machin qui s'en occupe. Ah oui. Comment on suit la transformation de ce lead, etc., etc. Et entre nous, c'est passionnant. Alors, de toute façon, si tu as fait une thèse, si tu as fait une thèse professionnelle, il y a 150 pages là-dessus. Ah bah c'est passionnant et ce qui est génial, c'est qu'en plus, c'est sur mesure. C'est-à-dire que la mécanique se ressemble, évidemment que la méthode se ressemble, mais il n'y a pas deux problématiques les mêmes en fonction des boîtes. Et puis, on le devine aussi, hein, en t'écoutant bien, c'est beaucoup de data. Et là, on arrive sur une autre discipline, c'est le data marketing, dont aussi tu es devenue en fait une spécialiste aujourd'hui. Sur la structuration de la donnée et sur les modèles de données, on va dire, j'ai pas le choix, ça reste très technique. Donc souvent, moi, j'ai quand même besoin d'un binôme parce qu'après, on touche à des sujets qui sont plus techniques. Mais oui, ça va avec. Évidemment que la donnée, elle va avec. Et donc, en fait, on voit bien que de toute façon, quand on tire un fil, hein, c'est ça le marketing digital, quand on tire un fil, en fait, on a très souvent la pelote de laine qui arrive. Et toi, c'est d'ailleurs ton profil, Elodie, et c'est d'ailleurs les profils que l'on forme au MBA. Alors, j'ai envie de dire, c'est pas les profils que l'on forme, c'est les profils qui se forment eux-mêmes grâce au MBA. Tu vois, on inverse en tout cas la démarche. C'est des profils généralistes, c'est-à-dire bons sur l'ensemble des leviers du marketing digital avec une ou deux spécialisations. Et toi, c'est ton cas, c'est que en fait, tu n'as pas renié ta première partie de carrière, bien au contraire. En fait, tu as augmenté ton profil, on va dire commercial, sales pur et dur de la vente pour en fait en faire un couteau suisse de la vente digitale via le CRM notamment. Ouais, exactement. Et pour revenir sur ce que tu disais sur le MBA, moi, des souvenirs que j'en ai, parce que ça fait pas si longtemps que ça, mais ça fait quand même 5 ans maintenant à peu près. Ouais, il y a 5 ans, j'étais à l'école. Il y a plein de disciplines, donc on voit plein de choses. On n'est pas un expert en sortant du cours dans telle ou telle matière, mais par contre, on a vu l'intégralité de ce qui existe et libre à nous de choisir ce qui nous plaît le plus. Donc moi, je crois que j'ai le souvenir d'un collègue de promo que tu as interviewé qui adorait le SEO, qui est devenu un expert SEO. Je pense à Christophe. Tout à fait. Il ne vit que par ça. Alors on va le créditer parce que c'est donc Christophe Bernard et vous pouvez retrouver son interview alumni parce qu'il a été interviewé également dans ce format des live alumni sur la chaîne YouTube de Vinci Executive Education. Et vous verrez, alors non seulement c'est devenu un fan du SEO, et en plus il a fait 2 thèses professionnelles. Oui, c'est-à-dire qu'il n'en avait pas assez d'une. C'est ça. Donc sur la spécialisation, oui. Ouais, sur la spécialisation. Mais donc, ce qui est génial, c'est qu'en fait, on a le choix de choisir une spécialité ou pas, en fait. Parce que moi, au final, je suis restée brandée CRM parce que de toute façon, initialement, c'était quand même ce que je faisais à la base. Oui. Mais j'aurais pas eu ça, je serais sortie avec un profil globalement généraliste et à pas forcément vouloir me spécialiser dans un truc fermé. Et le MBA permettait d'avoir le profil généraliste qui est débrouillard et arrive à s'en sortir à peu près n'importe où. Alors, ça suffit pas, on peut le dire, hein, parce que en fait, c'est never stop learning. On est tout le temps en apprentissage. Comment toi, Elodie, justement, tu continues à te nourrir, tu continues tu vois, à garder cette avance. Quel temps ça prend aussi dans ton quotidien? Alors, moi, j'avoue que j'ai une tendance à pas forcément faire de la prospective.
Donc ça, j'ai un peu un sujet avec ça. Par contre, je me rappelle quand je suis arrivée au MBA, à l'époque, c'était Alexandre Stopnicki qui était le directeur de la formation et qui nous avait dit, c'est pas très grave que vous sachiez pas faire, vous allez apprendre à apprendre. Et cette phrase, là où quand on sort de 10 ans dans les boîtes où on est payé pour un savoir-faire et où en fait on a pratiquement honte de dire que parfois on ne sait pas faire en fait, parce que du coup on considère que sinon on n'est pas à notre place. Le fameux « vous allez apprendre à apprendre », il me suit depuis un moment parce que dès que je me retrouve sur une difficulté, un nouvel outil, quelque chose que je ne sais pas faire, déjà je refuse pas d'émission parce que je ne connais pas l'outil, parce qu'en fait je me dis systématiquement mon discours c'est je le connais pas, mais laissez-moi une semaine et je vais m'en sortir. Parce qu'un outil, c'est un outil, hein, c'est pas. Enfin voilà, c'est bon. On se casse En fait, un peu t'as les craqué. dessus, mais on y arrive. Ça a craqué C'est ça. un truc dans ma tête. Ouais, complètement. Là où avant, quand on me disait qu'il va falloir servir ça, je regardais, je me disais, mais ça, je sais pas faire, est-ce qu'on peut me former, etc. Ben là, maintenant, en fait, on regarde 3 tutos sur YouTube, on se casse un peu les dents une journée dessus, et ça passe. On demande à ChatGPT. Moi, ChatGPT m'a changé la vie aussi sur ça. Non, mais c'est que L'utilisation des outils, énormément. tu as travaillé en fait ton adaptabilité, quoi. C'est ça. Exactement. Et tu parlais d'agilité tout à l'heure, mais en fait, c'est ça. C'est que c'est pousser vraiment à son paroxysme l'agilité et se dire, je sais peut-être pas faire maintenant, mais je vais savoir faire. Ouais. Et je vais m'en donner les moyens. Et je vais y arriver, en plus. Et j'ai pas de doute que je vais y arriver. Ben, c'est tout à fait en tout cas l'esprit, enfin toi l'état d'esprit MBMCI, j'ai envie de dire compatible. Après, je le redis, hein, la responsabilité, elle revient vraiment à l'étudiant, à l'étudiante, qui s'accélère lui-même. Nous, on ne fait qu'on parlait d'outils, on ne fait que créer en fait un parcours et des outils pour pouvoir s'accélérer. Mais le moteur, il est chez vous. Et toi, Elodie, tu es le parfait exemple. C'est que cette flamme, tu vois, on entend bien, on voit que tu vois, ça va vite en tout cas. Toi, ça va vite dans ta tête, ça va vite dans tes mots parce que il n'y a pas le choix. En fait, il n'y a pas tellement de postes dans nos métiers. On peut quand même le dire aussi comme ça, Elodie. Et puis surtout, les outils, en fait, quand on regarde, je crois que moi, quand j'avais fait ma thèse, je me rappelle m'être dit, est-ce que je fais une partie qui détaille les outils, qui a un espèce de benchmark. Je décide au final de ne pas le faire parce que j'en sélectionne 4 ou 5 qui sont des mastodontes et qui resteront évidemment. Mais en fait, je crois que maintenant, sur les outils de marketing automation, il y en a plus de 1000. Il y en a plus de 1000. Je pense que sur les 1000, il y en a peut-être 500, ils n'existaient pas il y a 5 ans. Il y en a 500 autres qui ont dû déposer le bilan. Enfin voilà. Donc en fait, l'outil, c'est le moyen. Alors l'outil, c'est le moyen. Et puis tu nous parlais tout à l'heure de ChatGPT. En plus. Évidemment, je veux dire là, en plus, on est enfin, on est en plein dans le sommet de l'IA qui se tient donc en ce moment à Paris. Tu nous as dit, maintenant je travaille, enfin j'ai du mal à travailler sans ChatGPT. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Quelle place occupe ChatGPT dans ton quotidien professionnel? Typiquement, alors moi, il m'aide à rédiger les mails quand j'ai pas le temps, j'avoue. Ça, c'est mon assistant en rédaction. Il m'aide notamment sur Salesforce parce que pareil, un outil, en fait, il évolue aussi. Donc, tu mets pas les mains dedans pendant un an, tu sais, il y a des choses qui n'existent plus et qui ne sait plus faire. Donc, il m'aide à me mettre à jour là-dessus. Et il résout pas, hein, il fait pas le boulot à ta place, mais il fait la structure. C'est ton super assistant. C'est mon assistant. Je lui dis, tiens, là, je sais pas comment faire. Est-ce que tu peux m'aider? Il me dit, t'as essayé de regarder ça, t'as essayé de regarder ça. Alors lui, il se trompe aussi parfois, mais c'est mon binôme, quoi. Sur certains sujets, c'est mon binôme. Donc, c'est un vrai échange. Ouais. J'échange beaucoup avec ChatGPT, ouais. Non, mais écoute, non, mais là, maintenant. C'est fou parce qu'il y a 5 ans dans ma thèse, je le mettais dans les perspectives du futur, mais sans y croire presque. Parce que tout le monde me disait, faut le mettre, mais sans y croire. Ça tient un paragraphe de ma thèse. Ça tient 10 lignes. Faut dire quand même que ça fait vraiment irruption dans nos vies. Et je parle toujours du côté pro. Hein. Et puis, tu vois, il suffit de regarder sur les 3 dernières années, allez, les 2 dernières années, on va vraiment partir de début 2023 jusqu'à aujourd'hui. Non seulement les progrès que les IA génératives ont fait, mais surtout je parlais d'augmentation tout à l'heure. Enfin, ça nous augmente complètement. Enfin, toi, je ne sais pas si tu es capable, Elodie, aujourd'hui de dire, mais de calculer le temps que ça te fait gagner sur toutes ces tâches. Tu vois, que tu peux avoir dans ton quotidien et qui finalement n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée. Écrire un mail, structurer un mail, c'est pas une tâche à valeur ajoutée. Effectivement, vérifier que les infos que tu mets, la façon dont c'est structuré, c'est important. Mais si tu as déjà un super assistant qui le fait, au lieu de passer 1 heure dessus, peut-être que tu vas passer 10 minutes. Exactement.
Il fait pas le boulot, il mâche le travail. Il fait pas le boulot à ma place parce qu'il y en a quand même toujours une obligation de vérification et qu'il est perfectible et que voilà. Donc il remplace pas, à ce jour en tout cas pas l'humain, mais il fait gagner un temps précieux. Ouais. Je saurais pas le quantifier. C'est une bonne question. Faudrait que je saurais pas le quantifier. Et sur l'IA intégrée aux outils de marketing, donc là, on va dire que c'est une révolution qui est un peu plus silencieuse, parce qu'en fait, les outils, tu vois, on parlait de Salesforce, par exemple, mastodonte du CRM, en fait, Salesforce intégrait déjà de l'IA avant, on va dire, la révolution des IA génératives, et intègre de plus en plus d'automatisation, de plus en plus d'IA. Comment tu la ressens, cette évolution de l'IA dans le marketing? Est-ce que... Alors, Vas-y, je te laisse. ouais, c'est très intéressante cette question. Sur l'IA, je vais parler de Salesforce essentiellement vu que c'est mon outil. Ils avaient lancé un espèce de petit module qui s'appelait Einstein, donc qui était là. Globalement, c'est un algorithme ultra intelligent. Donc ils appelaient ça de l'IA. Moi, bon, voilà, qui était là pour aider les sales, pour arranger un peu, etc. Cet outil-là, on le met ou on le met pas en place. Pour moi, à l'époque, parce que ça fait un petit moment qu'il est lancé, il n'avait pas une valeur ajoutée incroyable versus potentiellement le travail qu'il pouvait demander pour le déployer. Parce que c'est pas non plus, c'est pas on branche l'IA et ça marche. Hein, c'est pas vrai ça. Enfin, faut nuancer sur ceux qui s'imaginent que l'IA, on lui dit tiens coucou va sur Salesforce et qui fait tout le boulot. C'est vraiment pas vrai. Mais par contre, Salesforce a lancé Salesforce Agent. Je crois que ça s'appelle comme ça. J'ai fait leur conférence là en octobre. Et d'ailleurs, elle doit être sur le replay du site. Enfin, il doit y avoir un replay sur le site Salesforce. Où là, ils lancent vraiment l'IA, donc l'équivalent de ChatGPT version Salesforce. Et là, pour le coup, c'est la première fois depuis 10 ans en regardant une conf Salesforce que je me dis qu'il y a une vraie innovation. D'habitude, on avait les V2, les V3 des produits, c'était très bien, il y avait de l'évolution. Mais là, il y a vraiment eu un coup où on se dit, ouais, ça va changer. C'est une rupture. C'est une rupture, exactement. Et ouais, donc en fait, c'est un. Je suis en train de regarder en même temps hein, ce que tu nous dis. Donc effectivement, en fait, c'est un copilote. Voilà, c'est un copilote version Salesforce avec lequel on peut avoir effectivement ces itérations. Et c'est intéressant parce que tu vois, tu nous parlais de binôme. Tu nous disais, oui, moi, je fonctionne beaucoup en binôme, notamment tu vois, sur la partie data. Data pure, on parle data analyse pure. Hein. Toi, tu arrives sur, on va dire, la stratégie, effectivement, de où on va chercher la data, qu'est-ce qu'on en fait, comment on la plug aussi sur Salesforce. Mais en fait, il y a plein d'hypothèses que dans ton métier, forcément, tu formules. Tu vois, tu vas dire, bah, tiens, est-ce que là, mon levier de performance, il est là? Tiens, quels sont les résultats? Qu'est-ce que je peux optimiser? Et en fait, cet agent IA au sein de Salesforce, bah, c'est ton super binôme, là aussi. C'est un super assistant. Ah bah là, c'est un super binôme et c'est un binôme qui te dépasse parce qu'il a une capacité de traitement de données qu'un être humain n'a pas. Donc en plus, là, sur notamment le sujet de la data, il est incroyable. Et là, ils vont aller aussi sur on va aller aussi, pardon, sur le domaine du prompt. C'est-à-dire qu'on va plus forcément avoir besoin de savoir coder. Il va suffire de savoir dire avec précision et correctement, etc. Donc on a quand même toujours besoin de l'humain. Ce qu'on veut, et l'IA va le faire. Alors, Salesforce le vend comme ça. J'attends de voir quand même dans la vraie vie parce il y a toujours un décalage, mais on tend vers ça, c'est sûr. On vous le dit assez souvent, hein, le métier de prompteur n'existe pas. C'est plutôt savoir prompter qui est une compétence qui devient indispensable dans nos métiers. Et tu l'as bien résumé, Elodie, c'est que savoir prompter, c'est être précis. Bien sûr, utiliser les codes propres à chaque IA. Il y a des structurations de prompt. Et puis surtout, en fait, un prompt ne se suffit pas à lui-même. En fait, c'est aussi ces échanges, ces itérations, de réussir à fonctionner un peu en entonnoir. C'est que je vais peut-être partir avec un prompt qui nécessitera ensuite d'avoir des précisions, en fait, de comprendre ce qu'il faut lui expliquer, lui demander pour obtenir le résultat que l'on cherche. C'est ça, Elodie. C'est ce que tu fais aujourd'hui avec ChatGPT, par exemple. Ouais, exactement. Et là, dans l'avenir, si en plus ce genre d'outil fonctionne et fonctionne bien, c'est assez génial parce que ça veut dire qu'on peut itérer en permanence. Là où on avait besoin avant de se dire attention, on est en train de changer complètement ce qu'on veut. Ça demande 2 mois de travail d'un dev. Si on va dans ce sens-là, on peut plus retourner en arrière, etc. Là, ça veut dire qu'on a constamment ce super binôme à côté de nous qui est en train de faire le taf et où on peut tester assez vite en plus.
Bon, Elodie, ça nécessiterait, tu vois, qu'on refasse On refasse ça. tu vois, un deuxième live spécifiquement à ce sujet. D'ailleurs, peut-être qu'on le fera un peu plus tard dans l'année. Pour Avec grand terminer, plaisir. Et en plus, voilà, je donne à partir de demain, je vais voir, j'entame une nouvelle mission aussi pour un ancien que je connais par un ancien du MBA sur les outils d'IA pour augmenter la performance dans l'entreprise. C'est-à-dire, globalement, tu ne sais pas prioriser une to-do, quel outil d'IA utiliser, tu ne sais pas comment gérer ton agenda, quel outil d'IA utiliser, etc. On a identifié des business cases et on va montrer à des équipes les outils qui sont les plus adaptés. eh ben, ça nous intéresse, ça. On aimerait bien être des petites souris, tu vois. Dans quelques mois, on peut éventuellement réorganiser Ok. un live là-dessus avec grand plaisir. Là, moi, je vais les découvrir demain, ces fameux outils. J'y vais en tant que stagiaire pour l'instant. Ok, pas mal. Écoute, on prend rendez-vous. On prend Voilà, rendez-vous. Ça peut d'ailleurs faire l'objet, tu vois, d'une masterclass peut-être aussi. exactement. Mais l'IA est Euh, partout, en fait. Enfin, clairement, en fait, c'est en train d'envahir un peu partout. Et pour le coup, moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est une bonne chose. Là aussi, on pourrait lancer un Au débat. départ. Alors, je ne vais pas faire de mystère parce que si vous nous suivez assez régulièrement, c'est vrai qu'on fait plutôt partie des IA enthousiastes. On n'occulte pas, évidemment, toutes les questions, notamment liées à la protection des données, à l'éthique. Elles existent, ces questions, il n'y a pas de souci. On ne décide pas de les ignorer. Simplement, en tout cas, si on a un regard stricto sensu sur notre quotidien professionnel, c'est vrai que les bénéfices, ils sont quand même immédiats et directs. Elodie a pu vous donner quelques exemples effectivement avec ChatGPT. Il n'y a pas que ça. De toute façon, suivez-nous hein, pour bien vous tenir au courant. Et d'ailleurs, si vous aussi, ce sont des sujets qui vous intéressent, bah, peut-être venez partager, venez contribuer à tout ça. Pour terminer, on a en ce moment des étudiants, des étudiantes du MBMCI qui nous suivent parce qu'ils aiment bien savoir ce que deviennent leurs aînés, leurs cousins. Quel conseil tu pourrais donner, Elodie, à ces étudiants, ces étudiants donc, qui sont en train de faire leur formation du MBA tu vois, des choses où tu t'es dit, tiens, tu as découvert ça pendant la formation, ou alors à la fin, tu t'es dit, tiens, si je l'avais su avant, j'aurais peut-être fait ça. Alors, moi, dans mes souvenirs, moi, ce que j'ai adoré, donc là où c'est le faire en fait, parce qu'on avait quand même un nombre de sujets sur lesquels on mettait les mains dans le cambouis. Moi, je me rappelle avoir fait un chatbot, je me rappelle avoir fait un podcast, je crois que c'était au volontariat. Oui. Je me rappelle des cas d'entreprise, les fameuses semaines où on passait une semaine à réfléchir Les sur business games. la SNCF. On avait un sujet Ouais. avec la SNCF, les business cases. Et c'est de vraiment s'investir là-dedans, en fait, parce que déjà, on n'est pas à l'abri de découvrir un truc qui nous plaît. Vraiment. Et ça craque des peurs. C'est ça, Le fait d'y aller, ça craque des peurs. Ouais, ça crée un déclic. Enfin, tu vois, tu nous l'as expliqué tout à l'heure. On se crée nos propres plafonds de verre finalement. Tu vois, de se dire on n'est pas capable, on ne sait pas. Et le fait de le faire dans le cadre de la formation, où finalement ça n'a aucune incidence, c'est un immense bac Exactement. à sable, bah, ça permet de prendre confiance aussi en soi et en ses futures compétences. Exactement. Et puis de se dire, de toute façon, en fait, ça va tellement vite maintenant que profitons de se former aujourd'hui, mais en fait, il ne faut pas s'arrêter. On en revient à ça. Hein. On ouvre une porte et puis c'est never stop learning et apprendre à apprendre. Voilà, c'est aussi ça peut-être qui est clé aujourd'hui dans le digital, c'est se dire que peut-être que ce que vous allez apprendre aujourd'hui, la matière en tant que telle, elle sera peut-être périmée. Voilà, c'est ça le mot. Hein, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans un peu plus longtemps. Mais la quintessence de ce que vous allez apprendre, la façon de l'apprendre, la méthode, elle vous permettra ensuite de pouvoir rester à la page et prendre de l'avance comme le fait Elodie aujourd'hui. C'est pas mal comme Exactement. conseil ça, Elodie. C'est pas mal. On se retrouve peut-être à l'occasion d'un futur after work. Il y en a un d'ailleurs ce jeudi. Mais je sais, j'y suis inscrite. Exactement. Donc on se retrouvera ce jeudi On se retrouvera jeudi alors, en pour le réel. prochain after work. Et d'ailleurs, ces after work, il y en a à peu près un par trimestre, grosso modo, une fois tous les 2 mois. Et ils sont aussi ouverts à tous ceux qui souhaitent se joindre à nous. C'est des événements publics. Donc, évidemment, ça a plus de sens, on va dire, pour les anciens, les anciennes, les actuels étudiants du MBMCI, parce qu'on retrouve des gens qu'on connaît. Mais si vous êtes un ou une professionnelle du marketing digital, de la communication, bah, venez nous voir. On est plutôt assez sympa, hein, Elodie. C'est toujours bienveillant, oui. C'est Et un peu arrosé de mémoire aussi. Donc... Ah, on est en live, donc je ne peux pas le mais non, mais du coup, au bout de 30 minutes, en général, tout devient accueillant. Exactement.
Encore un immense merci à Elodie. Nous, on se retrouve très très vite. Et puis merci à vous de nous avoir suivis dans le cadre de ce live alumni. Il y en a un tous les mois. Donc le prochain sera en mars. Et puis on salue aussi ceux qui nous écouteront en replay et en podcast, puisque chacun de ces lives est ensuite disponible en replay podcast avec le MBMCI. Eh bien, merci beaucoup, Louis, pour l'invitation, en tout cas.